Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Livre 2. Cap sur le présent. Chapitre 1.
Sa main ivoirine aux longs doigts posée sur une tête de démon sculptée dans du bois dur brun-noir, une des rares décorations de cette sorte que l'on put trouver en quelque endroit du vaisseau, dressant seul sa haute taille sur le gaillard d'avant, l'homme scrutait de ses grands yeux pourpres fendus en oblique la brume à travers laquelle on voguait avec une vitesse et une assurance qui eussent provoqué l'émerveillement et l'incrédulité de tout marin mortel. On entendait au loin des choses sans rapport même avec les bruits de cette mer anonyme et intemporelle, des sons grêles, déchirants et terribles en dépit de leur éloignement. Et pourtant, le vaisseau les suivait comme s'il l'attiraient. Il se faisait plus fort. On y trouvait souffrance et désespoir, mais la terreur prédominait. Elric avait entendu de tels échos monter de ce que son cousin Hirkoun nommait sarcastiquement ses chambres de plaisir, au temps où il n'avait pas encore fui ses responsabilités et régnait sur ce qui restait du vieil empire de Melniboné. C'étaient les voix d'hommes dont l'âme même était assaillie, d'hommes pour qui la mort ne signifiait pas extinction pure et simple, mais continuation de l'existence sous le joug éternel d'un maître cruel et surnaturel. Et il avait entendu des hommes crier aussi, lorsque Stormbringer, sa grande épée noire de combat, qui représentait à la fois son salut et sa némésis, avait bu leur âme. Bien loin de se plaire à de tels sons, Elric les exécrait. Il tourna le dos à la direction d'où ils provenaient, et s'apprêtait à descendre par l'échelle vers le pont principal lorsqu'il s'aperçut qu'Otto Blenker s'était approché de lui. Maintenant que Corom avait été emmené par des amis disposant de chars glissant à la surface de l'eau, Blenker était le dernier compagnon qui resta à Elric parmi ceux qui avaient combattu à ses côtés contre Gagak et Agak, les deux sorciers venus d'ailleurs. Sur son visage noir et balafré, le trouble se lisait. L'ancien universitaire devenu spadassin à gages couvrit ses oreilles de ses vastes paumes. Ah, par les 12 signes de la raison, Elric, qui fait ce vacarme? C'est comme si nous voguions près des rivages de l'enfer lui-même. Le prince Elric de Melniboné haussa les épaules. Je me résignerais volontiers à ignorer la réponse et à garder ma curiosité inassouvie, si ce vaisseau voulait bien changer de cap. Pour le moment, nous nous rapprochons de plus en plus de l'endroit d'où cela vient. Blenker poussa un grognement d'acquiescement. Je n'ai nul désir de me frotter à ce qui peut bien faire pousser à ces pauvres airs de tels hurlements. Peut-être devrions-nous en informer le capitaine? Tu crois qu'il ignore où va son propre navire? Rétorqua Elric avec un sourire sans joie. Le grand noir se mit à frotter la cicatrice en forme de V à l'envers, qui descendait de son front jusqu'à ses mâchoires. Je me demande s'il envisage pour nous un autre combat. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention d'en livrer un autre pour lui. La main d'Elric se porta de la rambarde sculptée au pommeau de son épée runique. J'ai à m'occuper d'affaires plus personnelles, une fois que j'aurai regagné les terres véritables. Un vent se mit à souffler, venu de nulle part, déchirant soudain la brume. Elric voyait à présent l'eau qui fendait le navire. Elle avait la couleur de la rouille. D'étranges lueurs brillaient dans cette eau, juste au-dessous de la surface. On avait l'impression que des êtres se mouvaient pesamment dans les profondeurs de l'océan. Et, un instant, Elric crut apercevoir un visage blême et boursouflé, non sans similitude avec le sien. Un visage melnibonéen. D'un mouvement impulsif, il pivota, et, le dos à la rambarde, le regard perdu plus loin que Blenker, il s'efforça de dominer la nausée qui lui montait à la gorge. Pour la première fois depuis qu'il était monté à bord du sombre vaisseau, il était à même d'en voir clairement la longueur. Les deux grandes roues du gouvernail, une près de lui sur le pont avant et une autre à l'autre bout du navire sur le pont arrière, tenues maintenant comme toujours par le timonier, jumeau voyant du capitaine aveugle, le grand mât aussi, portant la voile noire tendue, et, à l'avant et à l'arrière du mât, les deux roufs, dont l'un était entièrement vide, ses occupants ayant été tués lors de la dernière escale, et l'autre occupé seulement par lui-même et par Blenker. Le regard d'Elric revint sur le timonier, et l'albinos se demanda, ce n'était pas la première fois,
Quelle influence avait le jumeau du capitaine sur l'itinéraire du sombre vaisseau? Cet homme semblait en effet infatigable, à ce qu'en savait Elric. Il descendait rarement à sa cabine, qui était située en poupe, tandis que celle du capitaine était à l'avant. Une fois ou deux, Elric ou Blendker avaient essayé d'engager la conversation avec le timonier, mais il semblait tout aussi muet que son frère était aveugle. Les sculptures géométriques qui couvraient de cryptogrammes tout le bois du navire et la plupart de ses parties métalliques, de l'étambot à la figure de proue, étaient rehaussées par les lambeaux de brume pâle qui s'y accrochaient encore. Elric se demanda une fois encore si le vaisseau produisait vraiment cette brume habituellement. Et, sous ses yeux, les motifs se changèrent lentement en tracés de feu rose pâle. La lumière de l'astre rouge, qui, toujours, suivait le vaisseau, filtrait à travers le nuage qui planait au-dessus. Un bruit en bas. Le capitaine, sa longue chevelure d'or roux flottant dans une brise qu'Elric ne percevait pas, sortit de sa cabine. Le bandeau de jade bleu qu'il portait comme un diadème avait quelque peu viré au violet dans la lumière rose, qui teintait même ses chaussures et sa tunique couleur chamois, qui se reflétait même sur ses sandales d'argent et leurs lacets d'argent. À nouveau, Elric contempla ce mystérieux visage aveugle, qui, pas plus que le sien, n'était humain au sens où on l'entend ordinairement. Il s'interrogea sur l'origine de cet être qui ne voulait pas être appelé d'un autre nom que capitaine. Comme à l'appel du capitaine, la brume revint envelopper le navire, à l'instar des fourrures dont une femme envelopperait vaporeusement son corps. La lumière de l'astre rouge s'affaiblit, mais les hurlements lointains continuèrent. Le capitaine remarquait-il ces hurlements pour la première fois ou mimait-il la surprise? Sa tête, aux yeux aveugles, s'inclina. Une main se porta à son oreille et il fit « Ha ha !» sur le ton de la satisfaction, et il releva la tête. « Elric !»« Je suis là, » répondit l'albinos, « au-dessus de vous. »« Nous sommes presque arrivés, Elric. » La main, d'apparence fragile, se tendit vers la rampe de l'entrée de capot. Le capitaine commença de monter. Elric l'attendait en haut des marches. S'il s'agit d'une bataille... Le sourire du capitaine était énigmatique, amer. Ce fut un combat, ou cela en sera un. Nous ne voulons y prendre aucune part, termina l'albinos avec fermeté. Ce n'est pas une des batailles dans lesquelles mon vaisseau est directement impliqué, le rassura l'aveugle. Ceux que vous entendez sont les vaincus, perdus dans quelque avenir dont, je pense, vous ferez hélas l'expérience tout à la fin de votre incarnation mortelle actuelle. Elric fit de la main un geste de réfutation. Je serais heureux, capitaine, que vous cessiez cet insipide jeu d'énigmes dont je suis las. Oh, je suis désolé que cela vous ait fâché. Mes réponses sont hélas littérales et dictées par mes instincts. Passant devant Elric et Otto Blenker pour se tenir devant le bastingage, le capitaine avait l'air de leur faire des excuses. Il resta quelque temps sans rien dire, à écouter le brouhaha confus et alarmant qui venait de la brume. Puis il hocha la tête, apparemment convaincu. Nous allons arriver sous peu, en vue d'une terre. Si vous désirez débarquer pour vous mettre en quête de votre propre monde, je vous conseillerais de le faire maintenant. Nous ne nous rapprocherons plus jamais autant de votre niveau de la réalité. Elric ne contint pas sa colère. Il jura par Arioche et porta la main sur l'épaule de l'aveugle. « Quoi? Vous ne pouvez pas me ramener directement à mon vaisseau ?» Il est tard. Le capitaine avait l'air sincèrement consterné. Le navire continue sa route, maître Elric. Nous approchons de la fin de notre long voyage. Mais comment vais-je regagner mon monde? Je ne dispose pas d'une magie assez puissante pour me transporter entre les sphères, et l'aide des démons m'est refusée ici. Il y a une porte qui ouvre sur votre monde, lui dit le capitaine. C'est pourquoi je vous suggère de débarquer. Ailleurs, il n'y en aura pas du tout. Votre sphère et celle-ci ont un point de contact direct.
Mais vous dites que ceci se situe dans mon avenir. Oh, soyez sans crainte. C'est à votre propre époque que vous retournerez. Ici, vous êtes hors du temps. C'est pourquoi votre mémoire est si mauvaise. C'est pourquoi vous vous souvenez de si peu de choses qui vous arrivent. Mettez-vous en quête de la porte, ami Elric. Elle est pourpre, et elle émerge de la mer au large des îles. Quelle île? Celle dont nous approchons. Elric hésita. Et où irez-vous quand j'aurai débarqué? À Tanlorn, répondit le capitaine. J'ai quelque chose à y faire. Mon frère et moi devons accomplir notre destin. Nous ne transportons pas simplement des hommes, mais aussi une cargaison. Nombreux sont ceux qui vont essayer de nous arrêter à présent, car ils craignent notre cargaison. Il se pourrait que nous périssions, et néanmoins nous devons faire tout notre possible pour atteindre Tanlorn. Ce n'était donc pas Tanlorn, l'endroit où nous avons combattu Agak et Gagak? Ce n'en était qu'un rêve écroulé, messire Elric. Le Melnibonéen sut qu'il n'en apprendrait pas davantage du capitaine. C'est un maigre choix que vous m'offrez là. Continuer à voguer avec vous tout droit vers le danger et ne jamais revoir mon propre monde, ou prendre le risque de débarquer sur cette île habitée, à ce qu'on peut en entendre, par les damnés et par ceux qui tourmentent les damnés. Le capitaine tourna ses yeux aveugles en direction d'Elric. Je sais, fit-il doucement, mais c'est pourtant le mieux que je puisse vous offrir. Les hurlements, les cris de terreur et de supplication étaient plus proches à présent, mais se faisaient plus rares. En jetant un coup d'œil par-dessus le plat-bord, Elric crut apercevoir deux mains gantées de fer qui surgissaient de l'eau. Il y avait de la mousse, mouchetée de rouge et délétère. Il y avait de l'écume, jaunâtre dans laquelle dérivaient d'épouvantables débris. Il y avait des pièces de membres brisées, des morceaux de voilure déchirés, des lambeaux de drapeaux et de vêtements, des fragments d'armes et d'hommes, et, de plus en plus, il y avait des cadavres qui flottaient. Mais où la bataille a-t-elle eu lieu? Chuchota Blenker, fasciné et horrifié par ce qu'il voyait là. Pas à ce niveau, lui répondit le capitaine. Vous ne voyez ici que les épaves qui ont dérivé d'un monde à un autre. Alors, c'était une bataille surnaturelle? Le capitaine sourit à nouveau. Je ne suis pas omniscient, mais je crois en effet que des puissances surnaturelles y furent impliquées. La moitié d'un monde vit ses guerriers participer à ce combat naval pour décider du sort du multivers. C'est, ou ce sera, une des batailles cruciales pour trancher le sort de l'humanité, déterminer le destin de l'homme pour le prochain cycle. Quels furent ceux qui y participèrent? Demanda Elric malgré sa résolution de ne pas poser une telle question. Quels en étaient les enjeux à leurs yeux? Vous le saurez en temps voulu, je crois. Le capitaine avait de nouveau la tête tournée vers la mer. Moi, infect, fit Blenker en humant l'air. Elric lui aussi trouvait l'odeur de plus en plus désagréable. Ça et là, l'eau était maintenant éclairée par des feux vacillants qui faisaient apparaître le visage de ceux qui se noyaient, parmi lesquels certains se cramponnaient encore à des morceaux de bois flottants noircis. Parmi tous ces visages, il y en avait qui n'étaient pas humains, bien qu'ils eussent l'air d'avoir été humains jadis. Des êtres aux groins de porc ou aux mufles de taureau levaient vers le sombre vaisseau des mains déformées et poussaient des grognements plaintifs pour implorer assistance. Mais le capitaine ne leur prêtait nulle attention, et le timonier maintenait son cap. Crachotements de feu, sifflements de vapeur d'eau, fumée mêlée de brume, Elric, couvrant de sa manche sa bouche et son nez, se félicitait que la fumée et la brume s'unissent pour obscurcir la vue. Car, parmi la masse de plus en plus dense de corps flottants, nombre des cadavres qu'il apercevait évoquaient plus des reptiles que des hommes, et ce qui coulait de leur ventre pâle comme celui d'un lézard n'était pas du sang. Si c'est là mon avenir, dit Elric au capitaine, j'ai bonne envie, tout compte fait, de rester à bord. Vous avez votre devoir comme moi j'ai le mien, répondit le capitaine d'un ton mesuré. Il faut satisfaire aux exigences de l'avenir tout autant qu'à celles du passé ou du présent. L'albinos hocha la tête.
J'ai fui les exigences d'un empire parce que je cherchais la liberté. Et cette liberté, je l'aurai. Non, murmura le capitaine. Une telle chose n'existe pas. Pas encore. Pas pour nous. Nous avons encore bien des épreuves à traverser avant de pouvoir seulement deviner ce qu'est la liberté. Rien que pour cette notion, le prix à payer excède sans doute ce que vous seriez prêt à accepter à ce stade de votre vie. En fait, c'est de sa vie souvent qu'il faut payer la liberté. En quittant Melniboné, je cherchais aussi à échapper à la métaphysique, dit Elric. Je vais aller chercher le reste de mon équipement, et je débarquerai sur le rivage qui s'offre à moi. Avec un peu de chance, cette porte pourpre sera vite trouvée, et je me retrouverai parmi les dangers et les tourments qui, du moins, me seront familiers. C'est la seule décision que vous pouviez prendre. La tête de l'aveugle se tourna vers Blendker. Et vous, Otto Blendker, que comptez-vous faire? Le monde d'Elric n'est pas le mien, et point ne me plaisent ses cris. Que pouvez-vous me promettre, messire, si je reste à votre bord? Rien d'autre qu'une noble mort. La voix du capitaine était empreinte de regret. Hein! La mort nous est promise à tous à la naissance, messire. Une noble mort vaut mieux qu'une mort misérable. Je reste à votre bord. Comme vous voulez. Je crois que c'est sagesse de votre part. Le capitaine soupira. Je vais donc vous dire adieu, Elric de Melniboné. Vous vous êtes bien battu à mon service et je vous en remercie. Certes, mais pour quelle cause? Demanda Elric. Oh, appelez-la l'humanité, appelez-la le destin, appelez-la rêve ou idéal si vous voulez. N'obtiendrai-je donc jamais de réponse claire? Pas de moi en tout cas, et je ne pense pas qu'il y en ait une. Avec vous, un homme n'a droit qu'à peu de foi, dit Elric en commençant à descendre l'escalier des cabines. Il y a deux sortes de foi, Elric de Melniboné. Comme pour la liberté, il y en a une sorte qui est facile à garder, mais dont il s'avère qu'elle ne vaut pas la peine d'être gardée, et une autre sorte qui s'acquiert de haute lutte. Je reconnais que je n'en concède guère de la première sorte. En se dirigeant à grands pas vers sa cabine, Elric se mit à rire, ressentant à cet instant une sincère affection pour l'aveugle. Je croyais avoir un point faible pour de telles amphibologies, mais en vous, j'ai trouvé à qui parler, capitaine. Il remarqua que le timonier avait quitté son poste à la barre et faisait pivoter un canot sur son bossoir, afin de le mettre à la mer. Est-ce pour moi? Lui demanda Elric, et le timonier fit oui de la tête. Elric s'engouffra dans sa cabine. Il quittait le navire sans rien d'autre que ce qu'il avait apporté à bord avec lui. Seulement, ses vêtements et son armure étaient en plus piteux état qu'alors, et dans son esprit régnait une bien plus grande confusion. Sans hésitation, il rassembla ses affaires, s'enveloppa de sa lourde cape, enfila ses gantelets et attacha boucles et courroies. Puis, il quitta la cabine et retourna sur le pont. Le capitaine désignait de la main les sombres contours d'une côte qui s'esquissait à travers la brume. Apercevez-vous la terre, Elric? Oui, je la vois. Alors partez. Vite. Volontiers. Elric s'élança par-dessus la rambarde dans le canot, qui cogna plusieurs fois contre le flanc du navire, faisant résonner la coque comme quelque énorme tambour funèbre. À part ce battement sonore, le silence régnait maintenant sur les eaux brumeuses où ne flottait plus la moindre épave. Blenker le salua. Je te souhaite bonne chance, camarade. Bonne chance à toi aussi, ami, maître Blenker. Le canot commença à descendre vers la surface étale de la mer, dans le grincement des poulies du bossoir. Elric se cramponna au cordage et lâcha prise lorsque le canot toucha l'eau. Il trébucha et s'assit lourdement sur le banc de nage tout en détachant les saisines, de sorte que le canot s'éloigna tout de suite du sombre vaisseau. Il sortit des avirons et les fixa au tollet. Tout en ramant en direction du rivage, il entendit la voix du capitaine qui lui criait quelque chose.
Mais la brume étouffa ses paroles, de sorte qu'il était voué à ne jamais savoir si le dernier message de l'aveugle avait été une mise en garde, ou simplement quelque amabilité convenue. Peu lui importait. Le canot fendait uniment les eaux. La brume semblait s'éclaircir, mais, en même temps, la lumière s'abaissait. Soudain, il se trouva sous un ciel crépusculaire. Le soleil était déjà couché, et les étoiles en train d'apparaître. Avant qu'il eût atteint le rivage, il faisait déjà complètement sombre, la lune n'étant pas encore levée. Et ce n'est pas sans difficulté qu'il dirigea le canot vers ce qui semblait être des rochers plats, et qu'il s'éloigna tant bien que mal du bord de l'eau jusqu'à ce qu'il se jugeât hors de portée de toute incursion de la marée. Alors, avec un soupir, il s'étendit, rien que le temps, se disait-il, de mettre de l'ordre dans ses pensées avant de continuer sa route. Mais, à l'instant presque, le sommeil le prit. Quand tout sera le bas sur le vent de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanche, mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau